Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Durant les deux dernières émissions, nous avons parlé de la Corse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'île, ce qui ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas en Corse dans quelque temps, mais cette fois-ci, nous nous dirigeons vers une île beaucoup plus grande que la Corse, qui a une forme de perle. Je veux parler de Sri Lanka, l'ancienne Ceylan. Cette très grande île, puisqu'elle fait 65 610 km², c'est-à-dire à peu près 8 fois la taille de la Corse, et qu'elle compte 23 millions d'habitants. Alors, où se trouve cette île? Je pense que tous nos auditeurs et auditrices la situent malgré tout. C'est une très grande île qui se trouve au sud, je dirais sud, presque sud-est de l'Inde. En fait, elle n'est séparée de l'Inde que par 30 km environ, par un détroit qu'on appelle le détroit de Poruk. Et elle est même presque reliée à l'Inde. On peut presque aller en Inde sans se mouiller les pieds, enfin si, en se mouillant les pieds, mais sans se mouiller la tête peut-être, puisqu'il y a ce que l'on appelle le pont d'Adam, ou d'Adam, que les hindouistes appellent le pont de Rama, le dieu Rama. Alors qu'est-ce que c'est que le pont d'Adam? C'est unique au monde, c'est un archipel de bancs de sable et de haut fond qui s'étire entre le nord de Sri Lanka et le sud du Tamil Nadu, donc cet état indien qui fait face à Sri Lanka. Les navires de haute mer ne peuvent pas passer dans ce détroit et ils sont obligés de faire tout un détour pour contourner Sri Lanka par le sud lorsqu'ils vont d'est en ouest ou d'ouest en est, entre, par exemple, l'Europe et l'Asie, ou inversement. Alors, Sri Lanka, c'est une très vieille civilisation, c'est un très vieux pays. On estime que cette île a été peuplée, ou du moins qu'on a retrouvé des traces d'activité humaine depuis une époque très ancienne, entre 125 000 ans, peut-être même plus de 500 000 ans. Et cette île a été le site de grandes civilisations. En particulier, je pourrais mentionner le royaume d'Anuradhapura, qui a duré de 377 avant Jésus-Christ jusqu'à 1017 de notre ère, qui a connu une civilisation très prospère que les spécialistes qualifient d'hydrocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une hydrocratie? C'est une civilisation ou un pouvoir, en tout cas, qui est bâti sur l'eau. Qu'ont fait les rois d'Anuradhapura? Ils ont construit d'immenses réservoirs d'eau artificielle qui ont permis l'irrigation et donc qui ont permis de nourrir la population. En cela, ça fait beaucoup penser à l'Empire Khmer, à peu près à la même époque, qui est également au Cambodge, donc qui est également qualifié d'hydrocratie. Quelques autres royaumes qui ont brillé sur cette île, entre 1215 et 1624, il y a eu le royaume de Jaffna, au nord de l'île, qui lui était un royaume tamoul et hindouiste. Oui, parce que ce que je n'ai pas, peut-être ce que j'ai oublié de mentionner et que j'aurais dû mentionner en premier, c'est que la civilisation sri-lankaise est basée essentiellement sur le bouddhisme Theravada, c'est-à-dire ce qu'on appelle improprement le bouddhisme du petit véhicule, que l'on retrouve également en Thaïlande, au Laos et au Cambodge et en Birmanie. Donc le royaume de Jaffna, dans l'histoire sri-lankaise, cela fait exception puisque c'était un royaume hindouiste. Alors j'ai parlé des Tamouls.
Les Tamouls, c'est l'un des grands peuples de l'Inde qui vivent majoritairement dans l'État que l'on appelle le Tamil Nadu, qui est l'État qui se trouve complètement au sud-est de la péninsule indienne, du sous-continent indien, et qui fait face donc à Sri Lanka, séparé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le pont, ou uni par le pont d'Adam, en tout cas séparé par le détroit de Palk. Autre royaume que je pourrais mentionner, c'est le royaume de Kandy, qui était établi au centre de l'île et qui a dominé le centre et l'est de Sri Lanka, et qui a duré de 1469 à 1815. C'est ce royaume qui a résisté farouchement au colonialisme britannique. Mais avant de parler du colonialisme britannique, il convient de parler du colonialisme portugais. Et oui, Ceylan a subi une très forte influence portugaise, et cette influence, ou du moins ce colonialisme, a duré de 1505 à 1658. Les Portugais s'étaient également établis en Inde et ils tentaient de gagner l'Extrême-Orient, et donc je pense qu'ils ont trouvé que Sri Lanka était une escale agréable, et ils y ont donc établi des comptoirs et des fortifications sur le littoral. Les Portugais ont été chassés par l'armée du royaume de Kandy, qui, lui, était soutenu par un autre colonialisme, le colonialisme néerlandais. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Une fois les colonialistes portugais chassés, ce sont les colonialistes néerlandais qui se sont installés également sur le littoral. Alors les Néerlandais, comme chacun sait, c'est un grand empire marchand qui a établi sa domination sur une partie de l'Extrême-Orient, et en particulier sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, qui était appelée autrefois les Indes orientales néerlandaises. Donc là aussi, Sri Lanka était une escale très pratique sur la route de leur possession d'Extrême-Orient. Alors, les Néerlandais sont restés bien implantés à Sri Lanka de 1658 à 1796, année durant laquelle ils ont été chassés par les Britanniques. Nous en arrivons aux Britanniques, qui, eux, sont les premiers colonialistes à avoir réussi à établir leur domination sur l'ensemble de l'île. Et cette domination a donc duré de 1796 à 1948, année de l'indépendance. Mais avant peut-être de parler de l'indépendance, je pourrais quand même signaler la résistance du royaume de Kandy à ce colonialisme britannique, qui s'est soldé par une très sanglante répression britannique, qui ont massacré tous les rebelles et qui ont annexé purement et simplement le royaume de Kandy à leur colonie de Ceylan en 1817. Alors, quelle est l'empreinte britannique à Ceylan, à Sri Lanka? Bien sûr, la langue, puisque l'élite sri-lankaise continue à utiliser l'anglais, même si l'on estime que moins de 1% de la population a l'anglais comme langue maternelle. Mais disons que c'est une langue peut-être un peu plus neutre que le sont les langues locales, et qui permet de, je ne dirais pas d'unir, mais enfin de communiquer entre les différentes ethnies qui composent Sri Lanka. Je vais y revenir. En dehors de la langue, les Britanniques ont légué quelque chose de très important et qui fait la renommée de Sri Lanka dans le monde entier, c'est le thé. Sri Lanka est l'un des principaux producteurs de thé au monde, et c'est un thé qui a une excellente réputation, même si je ne suis pas qualifié pour en parler, car je bois assez rarement du thé, sauf quand je suis malade. Autre héritage britannique, c'est le réseau ferré. Les Britanniques ont construit beaucoup de chemins de fer, tant en Inde qu'au Sri Lanka.
Alors, moi, Sri Lanka me fait rêver depuis longtemps. Depuis, je dirais, la fin des années 70, je rêve d'aller à Sri Lanka. Ce rêve s'est retrouvé, comment dirais-je, fortifié, consolidé pendant mes années d'études à l'Institut national des langues et civilisations orientales, puisque j'ai étudié les civilisations du sud-est asiatique, donc les civilisations bouddhistes. J'ai étudié le bouddhisme Theravada et dans le cadre de mes études, j'ai naturellement appris que ce bouddhisme que j'ai bien connu, puisque j'ai également vécu en Thaïlande, au Laos et que j'ai voyagé au Cambodge, ce bouddhisme venait d'où? Eh bien, il venait du Sri Lanka, tout simplement. Donc, Sri Lanka est un peu la civilisation mère de ces brillantes civilisations khmer, Thaï, Lao, civilisation bouddhiste. Et pour ceux qui connaissent ces pays, eh bien les moines bouddhistes qui sont vêtus de robes safran, à Sri Lanka, ils portent les mêmes robes. Donc il y a vraiment une similarité culturelle et religieuse entre l'Asie du Sud-Est, je ne parle pas du Vietnam, hein, je parle de la Thaïlande, du Laos, du Cambodge et de la Birmanie, et Sri Lanka. Pourquoi est-ce que je parle de Sri Lanka aujourd'hui? C'est parce que ce pays a été secoué ces derniers jours, ces dernières semaines, par une très grave crise politique et économique. Ce pays n'est que la 16e économie d'Asie. Et ces dernières années, ce pays était dominé par un clan familial, le clan des Rajapaksa. Or, le 13 juillet dernier, le président Gotabaya Rajapaksa s'est enfui aux Maldives et aujourd'hui il est à Singapour. Il s'est enfui après que son palais, sa résidence, son bureau aient été envahis par la population en colère, qui exigeait son départ. Alors, pourquoi est-ce que cette population était en colère? Parce que le pays, tout simplement, est en faillite, en état de banqueroute. C'est la pire crise qui frappe Sri Lanka depuis l'indépendance. Ce pays vit à l'heure du rationnement. Donc le 9 juillet, la foule a pris d'assaut le secrétariat de la présidence, la résidence officielle du président, le domicile privé du Premier ministre qu'ils ont incendié, et ils ont décidé d'occuper ces lieux de pouvoir jusqu'à la démission du président et du Premier ministre, démission donc qu'ils ont obtenue le 13 juillet. Alors le Premier ministre, qui était en fonction depuis 2 mois seulement, exerce l'intérim du pouvoir depuis ces événements et il va dans quelques jours remettre le pouvoir à un député qui aura été élu par le Parlement, président par intérim, pour achever le mandat du président Gotabaya Rajapaksa qui devait se terminer en 2004. Donc il va assurer une sorte, non pas d'intérim, mais il va achever le mandat. Alors, quand je parlais tout à l'heure de clan Rajapaksa. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du Premier ministre à l'instant, qui n'était en fonction que depuis 2 mois. Eh bien, avant lui, le Premier ministre n'était autre que le frère aîné du président Gotabaya Rajapaksa. Alors ce frère aîné est connu dans l'histoire de Sri Lanka, l'histoire récente. Il s'appelle Mahindra Rajapaksa. Il a été Premier ministre, puis président de 2005 à 2015. C'est lui qui a écrasé la rébellion tamoule.
cette rébellion tamoule qui a ensanglanté Sri Lanka et qui a ravagé le nord et le nord-est de l'île, là où les Tamouls sont majoritaires, les Tamouls hindouistes. Et donc l'armée sri-lankaise, à l'époque d'ailleurs, a été accusée de nombreux massacres et de nombreux crimes contre l'humanité. Et c'est l'homme de cette répression qui s'était retrouvé président de Sri Lanka pendant 10 ans, puis qui a manœuvré pour que son jeune frère devienne à son tour président, et tout en occupant lui le poste de Premier ministre. Alors non seulement les deux frères donc contrôlaient le pouvoir, mais en plus ils ont un frère cadet qui lui était ministre des Finances. Donc c'était vraiment une mainmise du pouvoir par le clan Rajapaksa. Alors si encore ce clan Rajapaksa avait eu une bonne gestion du pays, mais c'est tout l'inverse. Ils ont ruiné le pays. Il est vrai qu'ils avaient des circonstances atténuantes. Il y a eu le retour du péril terroriste au printemps 2019, avec un terrible attentat islamiste, ce qui a contribué à anéantir une fois de plus le secteur touristique, parce que le tourisme attirait autrefois beaucoup de touristes du monde entier. Ce secteur avait déjà beaucoup souffert lors du tsunami de 2004. Il commençait à peine à se relever lorsque le péril islamique a amené un nouvel anéantissement, je dirais, de ce secteur. Puis il y a eu le Covid-19, qui naturellement a fait que le tourisme n'a pas pu reprendre. Et enfin, la politique économique désastreuse du régime Rajapaksa, qui a eu recours à des emprunts massifs à l'étranger, en particulier à la Chine, pour financer des infrastructures, des routes, des ports et des aéroports, qui tous n'étaient pas vraiment nécessaires, et qui s'est ensuite retrouvé en défaut de paiement. Et donc ça a été le fameux piège de la dette, et la Chine a fait valoir ses droits, puisqu'il y avait eu des accords qui avaient été signés, qu'en cas de défaut de paiement, eh bien, des secteurs entiers de l'économie sri-lankaise devaient devenir des propriétés chinoises. Alors, pour échapper à cette situation, le régime Rajapaksa a fait à nouveau appel au FMI, à la Chine, à l'Inde, afin au moins de pouvoir financer des importations telles que les produits de base, l'alimentation, l'énergie, les médicaments, les biens de consommation. Mais il n'y a réussi que très marginalement, et c'est ce qui a déclenché la crise actuelle et qui fait que le président a fini par être, je dirais, chassé du pouvoir, parce que même s'il a démissionné, en fait, il a été bel et bien chassé. Imaginez un pays qui est à l'arrêt. Les taxis, les rickshaws, vous savez, ces espèces qu'on appelle aussi tuk-tuk, ces tricycles, sont obligés de faire la queue parfois 4 ou 5 jours durant devant les stations de service encore ouvertes, afin de se procurer quelques litres de carburant, car naturellement le carburant est rationné. La population a faim, tout simplement. La faim a fait son grand retour à Sri Lanka, et naturellement c'est les secteurs les plus pauvres de cette population qui sont les victimes de cette crise économique et politique. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire du Sri Lanka depuis l'indépendance. J'ai parlé des différents royaumes qui se sont succédés sur cette terre, mais depuis l'indépendance, le Sri Lanka est devenu indépendant en 1948.
la vie politique sri-lankaise a été très agitée et le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, a même subi une terrible guerre civile. Alors, il y a une personnalité qui a marqué les années de l'indépendance, c'est Solomon Bandaranaike. Tout à l'heure, je vous ai parlé du clan Rajapaksa, mais la politique sri-lankaise, elle est très familiale. On retrouve ça un peu en Inde avec les Gandhi, qui, comme vous le savez, enfin les Gandhi, pardon, les Indira Gandhi et sa descendance, Indira Gandhi qui elle-même était la fille du père de l'indépendance, Nehru, aucun lien de parenté avec le Mahatma Gandhi. Eh bien, on retrouve ça un peu à Sri Lanka. Donc, les années 50 ont été marquées par un politicien, Solomon Bandaranaike, qui est mort en 1959 et qui a été le 4e Premier ministre de 1956 à 1959. Il a pris une décision, ce Premier ministre, qui a été lourde de conséquences pour l'avenir du Sri Lanka, et c'est là que l'on peut situer peut-être les causes de la guerre civile qui, longtemps après, a ensanglanté le pays. Parce qu'il a pris la décision, c'était un nationaliste singalais, donc de la majorité singalaise et bouddhiste, et il a pris la décision d'instaurer la langue singalaise comme seule langue officielle, alors qu'avant son passage au pouvoir, il y avait 2 langues officielles à Sri Lanka, c'était le singalais et le tamoul. Ça a été le début des troubles ethniques. Et Solomon Bandaranaike en a été lui-même victime parce qu'il a fini en 1959 par être assassiné par un moine bouddhiste, donc un moine singalais. Pourquoi? Parce que les extrémistes bouddhistes le soupçonnaient de vouloir finalement passer un accord avec l'opposition tamoule. En 1958, il y a eu un pogrom anti-tamoul durant lequel plus de 500 Tamouls ont été massacrés. Comme si cela ne suffisait pas, en 1972, un successeur de Bandaranaike a œuvré pour que le bouddhisme soit déclaré religion d'État, le bouddhisme Theravada. Alors naturellement, ça c'était une véritable déclaration de guerre aux Tamouls qui, eux, sont hindouistes. Et je ne vous ai pas encore parlé des chrétiens et des musulmans qui existent aussi à Sri Lanka. Et c'est ce qui a provoqué le début de la guérilla tamoule, qui a d'abord opéré essentiellement dans le nord et l'est du pays, où les Tamouls sont majoritaires. Alors, pour essayer d'enrayer cette progression de la guérilla, en 1977, un nouveau gouvernement sri-lankais a rétabli le tamoul comme langue officielle aux côtés du singalais. Donc il y a eu une co-officialité des langues singalaises et tamoules à nouveau. Mais c'est en 1983 qu'ont été créés les Tigres de libération de l'Elam tamoul. Cette puissante guérilla tamoule qui a constitué une véritable armée sous le leadership de Vilupillai Prabhakaran, qui est devenu une sorte de dictateur des zones, entre guillemets, libérées, qui a recruté massivement des enfants soldats, qui s'est rendu responsable lui aussi de terribles massacres et de terribles atteintes aux droits de l'homme. Cette guerre civile a fait, depuis 1972, environ 100 000 morts et plus de 150 000 disparus. Et c'est sur ces entrefaits, alors que le pays était ravagé par la guerre civile, qu'a eu lieu le terrible tsunami de la fin de l'année 2004, qui a causé dans le seul Sri Lanka 31 000 morts et d'énormes dégâts, en particulier dans les villages côtiers, qui a anéanti, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur du tourisme, mais également le secteur de la pêche. Les villages côtiers sont constitués essentiellement de pêcheurs. Et c'est en 2005 que le président Mahindra Rajapaksa a réussi, avec l'aide militaire de la Chine et du Pakistan, à écraser la rébellion tamoule
au prix de terribles massacres, de terribles atteintes aux droits de l'homme, 40 000 morts dans cette seule offensive qui a duré jusqu'en 2009 et qui s'est soldée par la mort au combat du leader tamoul Velupillai Prabhakaran. Et depuis, la réconciliation nationale n'a pas vraiment eu lieu. Le clan Rajapaksa au pouvoir n'a rien fait pour traiter les Tamouls en partenaires pour la paix, pour la reconstruction du pays. Et les rancœurs ont subsisté jusqu'à nos jours. C'est une des raisons, je dirais, qui a contribué à l'affaiblissement du pouvoir des Rajapaksa et qui s'est rajouté aux aberrations économiques de ce régime qui a amené donc la crise actuelle. Pour terminer, je voudrais peut-être donner quelques informations générales sur le Sri Lanka. J'ai dit que c'était donc une immense île, plus de 8 fois la Corse, qui est constituée essentiellement de plaines, mais qui a une zone montagneuse centrale, dont le point culminant est le mont Piduruthalagala, qui culmine à 2524 mètres d'altitude. Les principales villes de Sri Lanka sont Colombo, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas la capitale, je vais y revenir dans un instant, Kandy et Gale, à l'extrême sud du pays. Kandy est au centre. Le bouddhisme Theravada a été introduit à Sri Lanka au IIIe siècle avant Jésus-Christ par le fils de l'empereur Ashoka d'Inde. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Colombo, la plus grande ville du pays, n'est pas la capitale. En fait, elle n'est plus la capitale depuis 1972. La capitale actuelle, je vais à nouveau écorcher un nom sri-lankais et je m'en excuse. La capitale, c'est donc Sri Jayawardenepura Kotte, qui est une ville située dans la banlieue sud-est de Colombo et qui est une ancienne capitale historique du pays. Colombo, la plus grande ville du pays, fait un peu plus d'1 demi-million d'habitants. Alors Ceylan est connu en Occident depuis très longtemps, puisque Ptolémée, dans l'Antiquité, l'a évoqué sous le nom de Taprobane. Et il l'a fait figurer d'ailleurs sur une de ses célèbres cartes, de manière un peu surdimensionnée par rapport à l'Inde. Je vous ai parlé tout à l'heure des langues qui sont parlées au Sri Lanka. Ça m'amène à parler donc des ethnies qui composent ce pays. Il y a les Singalais qui constituent la majorité et qui sont majoritairement bouddhistes Theravada. Les Singalais sont 74,9%. Ils sont suivis par les Tamouls autochtones, c'est-à-dire les Tamouls originaires de Sri Lanka, qui représentent 11,2%, mais auxquels il faut rajouter les Tamouls originaires de l'Inde, du Tamil Nadu, qui représentent 4,2%. Enfin, il y a une communauté importante, moins connue que les deux autres, ce sont les Maures. Les Maures qui sont musulmans, qui représentent 9,2% de la population et qui sont les descendants des marchands arabes qui se sont installés à Sri Lanka au 7e, 8e siècle, donc il y a très très longtemps. Alors ça amène une mosaïque ethnique qui fait que le bouddhisme Theravada représente 70,2% de la population, l'hindouisme 12,6%, l'islam 9,7% et enfin, j'en viens aux chrétiens, qui constitue une minorité, mais une minorité importante, 6,1%, majoritairement catholique, du fait, je pense, de la venue des Portugais il y a plusieurs siècles,
et qui aujourd'hui sont représentés par un archevêque devenu cardinal en 2010. Il s'agit donc de son éminence Albert Malcolm Ranjit, qui est devenu archevêque de Colombo en 2009 et qui a été créé cardinal en 2010. Sri Lanka est également connu pour ses sites extraordinaires, ses sites archéologiques de toutes ces anciennes civilisations qui sont succédées sur son territoire. Je pourrais parler du site d'Anuradhapura, cet ancien royaume, c'est donc l'ancienne capitale qui a été bâtie entre le 4e et le 10e siècle, qui est devenu le principal centre bouddhiste Theravada de l'île et qui est la plus ancienne ville au monde habitée continuellement, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. C'est la ville sacrée du bouddhisme et la surface couverte par les monastères couvre donc 40 km². 40 km², alors que le Vatican ne représente que 44 hectares. Je pourrais mentionner également le site de Sigiriya, qui est connu dans le monde entier à cause de son célèbre rocher sur lequel avait été bâtie une forteresse. Ce rocher qui culmine à 370 mètres d'altitude et qui était devenu une capitale, une ancienne capitale à la fin du 5e siècle. Enfin, je ne pourrais pas terminer cette émission avant de parler des femmes. Les femmes qui ont joué un rôle politique très important dans ce pays, puisque le Sri Lanka a le privilège historique d'avoir eu, dans l'histoire moderne, la première femme chef de gouvernement. C'était en 1960. Et cette femme, qui était-elle? C'était Sirimavo Bandaranaike, qui n'était autre que la veuve de Solomon Bandaranaike, le Premier ministre dont j'ai parlé, qui fut assassiné en 1959. Alors Sirimavo Bandaranaike, sa veuve, a été Premier ministre à 3 reprises, de 60 à 65, de 70 à 77, et à nouveau de 94 à 2000. Et lorsqu'elle a été Premier ministre pour la dernière fois, elle était très âgée, eh bien c'était sa propre fille qui était présidente du pays, Madame Chandrika Kumaratunga, qui fut la 5e présidente du Sri Lanka de 1994 à 2005 et qui fut victime d'un terrible attentat tamoul en 1999 dans un hôtel de Colombo, durant lequel elle fut grièvement blessée et perdit un œil. Donc là aussi, comme la dynastie de Nehru et d'Indira Gandhi, on a cette dynastie, la dynastie des Bandaranaike, et donc une série de premiers ministres et présidents femmes. Voilà tout ce que je pourrais dire au sujet de Sri Lanka, pays où je regrette beaucoup, vous l'aurez compris, de ne pas avoir pu m'y rendre. J'espère que j'aurai la chance de m'y rendre un jour, j'en rêve, en tout cas depuis très longtemps, je vous l'ai dit. Et pour terminer, je voudrais vous faire écouter un petit peu de musique traditionnelle sri-lankaise, plus exactement singalaise. Il ne s'agit pas de musique tamoule, mais de musique traditionnelle singalaise. Et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour une autre île.